Bon. Parce que vous avez déjà rééduqué des patients en fait qui viennent nous voir et qui vous disent moi je me suis tendu la cheville ce matin ou cet après-midi, il faut venir, est-ce que vous pouvez me prendre et est-ce que tu peux me voir pour ma cheville? Ça vous arrive ça? Ok. Donc le but pour ces patients c'est de savoir s'ils peuvent bénéficier de rééducation ou pas, sachant qu'aujourd'hui la littérature vous précise que toutes les ententes de cheville, qu'elles soient minimes, moyennes ou graves, peuvent bénéficier de la rééducation. Il n'y a pas besoin de mettre des plaques, il n'y a pas besoin de les opérer. Souvent, quand on compare les résultats, la rééducation donne autant de bons résultats que les plaques ou que la chirurgie. Donc en fait, le but pour ces patients, c'est vraiment de voir si c'est vraiment une entorse ou si c'est autre chose, si c'est par exemple une fracture, ou si c'est lésion nerveuse, ou si c'est lésion tendineuse, qui doivent faire bénéficier d'un autre traitement. Donc ce qu'on va voir ensemble en fait, c'est comment il faut être face à ces patients et quelles vont être les questions à poser ou l'examen clinique à mener pour savoir si c'est une entorse ou pas. À votre avis, si c'est pas une entorse, ça peut être quoi? Arrachement osseux, donc fracture. Oui, donc osseux aussi, osseux ou cartilagineux. L'instabilité? Oui, l'instabilité, mais quoi comme instabilité? Alors, les ruptures tendineuses, voilà, les ruptures tendon d'Achille. Dans le cas traumatique, hein. C'est-à-dire la personne, elle vous dit, moi je me suis tordu la cheville ce matin, il faut que tu me vois. Donc on n'est pas dans le cadre douloureux. Déjà, vous avez trié tout ce qui est douleur, tout ce qui, voilà. C'est vraiment, donc on a dit fracture, rupture, et souvent c'est rupture tendon d'Achille. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Élongation de quoi? Traumatique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre problème? On a vu tendineux, osseux, musculaire. Alors musculaire, oui, c'est-à-dire vous pouvez avoir éventuellement des problèmes. Alors c'est plus musculo-tendineux, on en revient au tendineux. Je vous dis par exemple, moi je me suis tordu la cheville, j'étais en train de marcher sur un chantier parce que je fais des travaux chez moi, il y avait des trucs par terre, il faisait nuit, et en fait ma cheville s'est tendue et je suis tombé, il y avait plein de morceaux de gravat et je suis tombé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi qu'est-ce que j'aurais pu habiller? Oui, mais ça c'est douloureux. La traumatique. Ben, la fracture, ouais, mais j'aurais pu m'abîmer la peau. Bah oui. Et là, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui a une entaille au niveau de la peau, donc vous voyez le médecin. Le but en fait, c'est qu'on va réfléchir ensemble à tout ce qui peut être en dehors d'une entorse et qui nécessite de réorienter le patient chez un médecin. Ou qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui va correspondre à des drapeaux rouges, c'est-à-dire des choses qui ne seront pas compatibles avec la rééducation. Donc les plaies, la peau, fraction on l'a dit. Alors après il y a un autre élément, c'est les problèmes nerveux et la phlébite. Voilà. Donc en fait vous avez tout ce qui n'est pas ligamentaire, ça va être les os, la peau, les tendons tendinomusculaires, le système vasculaire avec la phlébite et j'en oublie là. Hein? Et la voix. Ok? Donc du coup, pour essayer on va le faire en deux parties. Première partie, je viens vous voir, vous me posez des questions. Et deuxième partie, on va faire l'examen clinique. Donc je vous dis, je me suis levé ce matin, j'étais dans le gaz, je fais des travaux chez moi, il y a plein de trucs partout, il y a des pelles, il y a des truelles, il y a des rouleaux de peinture, il y a de l'électricité, il y a des gravats, et en fait
j'ai dérapé, je me suis effondré, mais voilà, sur les gravats. Et qu'est-ce que vous pouvez me poser comme question et qui peut vous faire dire que c'est soit une lésion de tel ou tel tissu? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chaque question vous ramène à un élément osseux, tendineux, la peau, nerveux ou des tendons. Elle s'est tordue comme ça à l'extérieur. Alors, voilà, la notion de récidive. La notion de récidive, elle est importante parce que il y a une pathologie qui est proche de l'entorse qui s'appelle la luxation des fibulaires. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens en fait, qui font une entorse, ils sont rééduqués, ça ne marche pas. Ils sont rééduqués, ça ne marche pas. Ils sont encore rééduqués, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Parce que la luxation des fibulaires, l'indication, c'est chirurgical. Voilà, vous avez en fait des fibulaires qui sont dans la gouttière rétro-malléolaire. Et parfois, dans un mécanisme d'entorse, ils se mettent en tension et ils arrachent la coulisse des fibulaires et ils passent devant. Et le patient, il va vous dire, moi je me fais 2-3 entorses par jour, tout simplement parce que vous avez les fibulaires comme ça qui balayent la joue externe de l'astragale. Ok. Donc ça c'est le premier élément. Après, je vous ai déjà dit moi que je suis vautré, mais après, en rapport avec les fractures, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est les chutes d'une hauteur supérieure à 2 mètres, parce qu'en général, quand on tombe supérieur à 2 mètres, on va taper le côté cartilagineux ou on va taper les os et ça peut faire des fractures. Et le deuxième élément par rapport aux fractures, mais là c'est pas cette situation, c'est notamment les chocs directs. Alors si on répète cette situation, je tombe et peut-être que ma cheville a tapé quelque chose. Voilà. Souvent dans les chocs directs, on peut avoir des petits arrachements osseux, des choses comme ça. Donc déjà vous avez ces 3 questions à poser. C'est-à-dire vous lui demandez comment ça s'est passé. Et quand vous demandez comment ça s'est passé, il faut rechercher la notion de chute d'une hauteur supérieure à 2 mètres, de choc direct et de récidive. Après, est-ce que vous avez des idées, d'autres questions par rapport à d'autres éléments? C'est ça, alors l'impotence fonctionnelle. Tout à l'heure, on parlera des critères d'Ottawa. En fait, les critères d'Ottawa, ils ont été proposés par Niels, c'est un auteur, qui voyait dans les années 90 que dès qu'il y avait une entorse, les médecins prescrivaient des radios. Et en fait, il y avait 70% de la prescription des radios qui servait à rien. Non seulement ça coûtait cher, en plus on irradiait les gens, et puis les radios elles partaient à la poubelle parce que souvent on trouvait rien. Donc lui, il a défini 5 critères d'Ottawa, qu'on verra tout à l'heure. Et dans ces 5 critères d'Ottawa, il y en a 2 qui sont importants. Le premier, c'est l'âge. Les critères d'Ottawa, en fait, sont fiables quand on a plus de 18 ans et moins de 55 ans. Et les critères d'Ottawa aussi, le deuxième critère, c'est l'impossibilité de faire 4 pas. Voilà, donc sur les 5 critères, quand vous avez un seul des 5 critères qui est positif, il faut que le patient passe une radio. Donc nous, on n'a pas la prescription de radio. Si vous avez un des 5 critères positifs, il faut réadresser le patient chez le médecin. Ok? Donc en effet, le caractère fonctionnel, est-ce que le patient peut marcher, est-ce qu'il peut appuyer? Après, est-ce que vous avez d'autres éléments qui pourraient vous faire penser à des problèmes vasculaires ou des problèmes de fracture? La coloration. À l'interrogatoire. Est-ce que vous avez mal avant avec un antécédent Alors voilà, les antécédents de phlébite. C'est-à-dire que le problème souvent quand on se fait un traumatisme du membre inférieur, c'est qu'on marche un peu moins bien. Parfois même vous avez des patients qui arrivent avec des béquilles en décharge. Et la décharge, c'est un élément qui peut amener à des phlébites. Et c'est vrai que autant vous aurez une forme de tolérance si vous passez à côté d'une lésion neurologique ou d'une lésion tendineuse, le patient aura un peu plus mal et puis après ça va déraper, mais c'est récupérable. Le patient après, la fracture peut se déplacer, il va voir son médecin, il sera opéré et puis ça va bien se passer. Si vous passez à côté d'une lésion vasculaire et d'une phlébite, ça peut finir à une embolie, ça peut finir vraiment pas bien.
le groupe précédent, on a abordé le même problème. Il y a un membre du groupe qui me dit c'est ce qui est arrivé à mon père il y a quelques temps. Il s'est fait un traumatisme, il a eu une phlébite et il est décédé en une semaine ou 15 jours. Donc ça c'est vraiment un peu un garde-fou inconditionnel de demander aux patients si il y a les facteurs de risque de phlébite. Il faut rechercher les facteurs de risque de phlébite. C'est prise de contraception orale, les antécédents de phlébite, le tabac et la décharge. Voilà. Déjà, vous regardez ça, et si vous voyez que vous avez 2-3 facteurs, il faut renvoyer chez le médecin qui le met sous anticoagulant. Parce que quand la phlébite est là, c'est trop tard. Voilà. Elle est là, et donc il faut vraiment qu'elle n'arrive pas, et il faut que le médecin le mette sous anticoagulant s'il y a des risques de phlébite. Il en manque un. Non, aucune idée, c'est par rapport aux os. Il y a un signe souvent qu'on retrouve dans le cadre des fractures. Non, j'ai plus tard. Qui s'est déjà fait une fracture de quelque chose? Personne? C'est cassé quelque chose? Ah. Et pas d'autres fractures parmi vous? D'accord. Quand on se fait une fracture, et c'est ce qu'on voit chez les blessés médulaires, tous les patients tétraplégiques, paraplégiques qui ne sentent pas les jambes et qui se font des fractures, ce qu'on recherche chez les patients, c'est les sensations de malaise, pas bien. En général, quand on fait une fracture, je ne sais pas si c'était son cas, mais on a l'impression d'avoir envie de vomir, de tomber dans les pommes. Donc, hein? Oui. Mon fils s'est cassé la base de L5, mais il n'a pas eu cette symptomatologie. Il avait de l'oréna. Du coup, j'ai pensé au début à cette fracture, mais lorsque j'ai pas trouvé ces manifestations, et ben j'ai dit ça va, glaçage, repos, élévation, et ça va marcher. Mais puis il avait le lendemain, donc j'étais obligée de faire un plâtre. Ouais. Donc c'est prouvé qu'il avait donc une fracture avec la radio. Et il a été immobilisé pendant un mois. J'ai pas constaté mais voilà, si vous avez un patient qui a ça, c'est pas normal. Voilà. Ou alors, parfois même, c'est les malaises qui viennent avant. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui a un malaise qui se fait une entorse de cheville avec un malaise avant ou après, le malaise, c'est pas normal. Et parfois même, il faut explorer le malaise. Ça peut être un problème neurologique ou un truc comme ça. Voilà, donc tout ce qui est sensation de malaise, tout ce qui est trouble neurovégétatif. Les médecins, parfois, dans le cadre de la pathologie neurologique, les blessés médulaires, quand un paraplégique tombe de son fauteuil, ce qu'il regarde, c'est s'il y a des sensations de malaise, des sensations de vertige, envie de vomir, voilà, tout ce qui est perturbation neurovégétative, c'est pas normal avec une entorse de cheville. Ok. Voilà en gros toutes ces questions. Alors là, l'écran n'arrive pas à se mettre, mais je vous passerai un diaporama. Je vais réessayer quand même. Ouais, non, mais je sais pas. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Et là, avec le problème de compatibilité, bon. Quand vous allez passer à l'examen clinique, tout ce qui est inspection, palpation, pour repérer, pareil, les signes tendineux, osseux, nerveux, vasculaires, au niveau de la peau, qu'est-ce que vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez palper pour vous dire, lui, c'est pas une entorse, c'est pas seulement une lésion ligamentaire, c'est autre chose, donc je le renvoie chez les médecins. Les insertions de. Alors il aura mal. C'est une entorse, il aura mal. Donc en fait, lui, tu sauras. En fait, comme c'est une entorse, il aura mal au ligament, ben, tu ne sauras pas s'il faut le garder ou pas. Parce que toi, tu peux le réduire pour cette douleur. Donc en fait, c'est les autres éléments vraiment qu'il faut chercher.
L'entorse de cheville, c'est une atteinte seulement ligamentaire. On cherche la sénose. Pardon? La sénose. Alors les ecchymoses, c'est ça? Voilà. Les ecchymoses. La cyanose, ça a une connotation médicale différente. Les ecchymoses. Les ecchymoses, en effet, en général, quand vous avez des ecchymoses seulement externes, ben là, c'est une lésion ligamentaire, il n'y a pas de problème. Quand vous n'avez pas d'ecchymose, c'est une entorse stade 1, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des ecchymoses partout, internes et externes, là, vous pouvez vous dire, il peut y avoir des lésions associées. Donc, en effet, les ecchymoses multiples, ça fait partie d'un des critères que vous allez utiliser pour réorienter le patient. Un déplacement qu'on appelle soit articulaire ou soit... Une luxation. Oui, peut-être. Ouais. Alors, ça, c'est vrai. Après, de vous à moi, je pense que les luxations, vous ne les verrez pas. Enfin, moi, si je me fais une luxation, je ne vais pas chez le kiné. Je vais aux urgences, le SAMU vient me chercher. Mais ça, en effet, ça peut... mais vous ne les verrez pas. Alors l'œdème n'est pas significatif d'une lésion ligamentaire ou osseuse. Pas plus. L'œdème, c'est pas un caractère. L'impotence fonctionnelle. Les plaies, voilà. Si vous voyez des plaies, c'est pareil. Au groupe précédent, je leur disais qu'il y avait un copain de boulot de ma mère qui était allé à la plage, qui était à la pêche. Il a marché sur des huîtres. Et en fait, il s'est coupé avec une huître et il a chopé une septicémie généralisée, il a failli passer. Donc en effet, nous, on n'a pas de compétences sur plaie, cicatrisation, sur la biologie, sur les critères infectieux. Donc quand il y a une plaie, ça peut être par exemple, je me lève, je tombe et il y a des gravats et en plus j'étais pieds nus, je me suis coupé avec un truc. Quand il y a une plaie, il peut y avoir quelque chose qui dérive avec des germes qui rentrent. Donc souvent, il faut faire une prise de sang. Et il faut s'assurer que voilà, il n'y a pas de bête à l'intérieur. Donc les plaies, comme ce n'est pas notre compétence, il faut réorienter les malades. Alors l'œdème, on l'a dit, l'impotence fonctionnelle, on l'a dit tout à l'heure, ouais. Là, j'ai pas entendu. Les nerveuses, d'accord, mais comment vous la mettez en évidence cette femme nerveuse? Sensibilité. Voilà, la sensibilité. Bon, regardez la sensibilité un peu, si le patient sent bien en dedans, s'il sent bien en dehors, est-ce qu'il y a toutes les sensibilités? Parce qu'en effet, le patient il peut avoir des fourmis dans le fil, il peut avoir des coups d'électricité, des choses comme ça. Oui. Après. Pardon? Non, l'œdème, c'est pas un critère vraiment particulier d'une pathologie de flux. Impotence fonctionnelle. Non, après, vous avez la palpation des os. Tout à l'heure, je parlais des critères d'Ottawa. Dans les critères d'Ottawa, donc vous avez les deux premiers critères, on a dit c'est l'âge, 18-55 ans. Le deuxième, c'est la marche, l'impossibilité de faire 4 pas. Et après, le troisième, c'est des palpations de structures osseuses qui peuvent être abîmées, en fait, pendant le traumatisme. Donc, en fait, au niveau des palpations, vous avez la palpation du rebord postérieur de chaque malléole. Donc, en fait, il faut palper vraiment derrière les malléoles et pas devant. À votre avis, pourquoi derrière et pas devant? Pour les insertions. Pour les insertions ligamentaires. C'est ça, c'est pour les insertions ligamentaires. Si vous palpez devant, ça va très mal. Puisqu'il a fait l'entorse. Donc il aura tout le temps mal. Oui. Mais par contre, si vous palpez derrière, il n'y a pas d'insertion ligamentaire, donc derrière, c'est vraiment spécifique de l'os. Ouais. Après, il y a un autre endroit qu'il faut palper dans les critères d'Ottawa, et quelqu'un en a parlé il y a 5 minutes. Là, c'est ça, la base de M5. En fait, quand le pied se tord, qui caractérise la luxation de l'entorse, la luxation, c'est perdre des rapports articulaires normaux sans retour à la position initiale. Ça, c'est la luxation. Et l'entorse, c'est perdre des rapports articulaires normaux avec retour à la position initiale. Donc le pied sort et revient. Et il revient avec des fibulaires qui vont les tracter. Et les fibulaires, le court, il s'insère sur M5, la stimule du 5. Et le long, il passe sous la gouttière du cuboïde, il va se mettre sur le coin du méta. Donc en fait, quand il tire, si le pied est comme ça et qu'il tire violemment, des fois, ils arrachent la stimule du 5. Ça veut dire que si vous avez 0 critère positif, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fracture.
Voilà, c'est sécure, c'est parfait, zéro critère positif, il n'y a pas de fracture. Mauvaise spécificité, ça veut dire que vous allez avoir un test positif, mais vous avez une chance sur deux quand vous l'envoyez chez le médecin qu'il y ait une fracture. Donc en fait, le fait de trouver un test positif n'est pas forcément relié à une fracture. Mais à la limite, c'est pas grave. Quand vous allez passer justement vers cette autonomisation et à commencer à prendre ces patients en accès direct, les médecins vont vous dire, ou les médecins vont dire, moi je suis médecin donc je peux me tromper. Donc ils vont se tromper 20 fois. Et en fait, en pratique, vous allez vous apercevoir que les médecins, souvent en orthopédie, sont moins compétents que vous, parce que 50% après de leur activité, c'est la psychiatrie. Et après, vous avez 20-30%, c'est les pathologies saisonnières, tout ce qui est les grippes, gastro, tout ce qui est pathologie allergique, tout comme ça. Et après, l'orthopédie, sur une consultation journalière de 25 patients, ça va être 1 ou 2 patients, pas plus. Alors que vous, c'est votre pain quotidien. Donc, en développant cette expertise d'évaluation, vous allez probablement être mieux au niveau de l'évaluation clinique que les médecins, tout simplement parce que vous le faites de manière plus courante, et parce qu'aujourd'hui, comme nous, on n'a pas accès à la prescription de radio. Souvent, je ne sais pas, mais je pense que c'est pareil ici, les médecins font le diagnostic avec la radio et pas avec la clinique. Donc, il vaut mieux s'entraîner à faire le diagnostic avec la clinique, et vous pourrez comme ça être un vrai partenaire de diagnostic avec le médecin et déjà élaborer les choses. Ok ? Donc là, on a vu la peau avec les plaies, on a vu les fractures avec tout ce qui était les critères d'Ottawa. Et au niveau des tendons, qu'est-ce que vous pouvez faire comme examen clinique pour évaluer s'il y a un problème au niveau des tendons ou pas? Ouais, ça sera plutôt les ligaments. Comment on voit que les tendons vont bien ou pas? Il faut donner vie à contre résistance. Donc voilà, donc des contractions résistées. Voilà. D'accord, les contractions contre résistance. Vous voyez d'une part si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de rupture tendineuse, et d'autre part, vous regardez si les tendons restent bien dans les gouttières rétromalléolaires. Après, il y a un autre élément spécifique au niveau du tendon d'Achille. Qu'est-ce qui se passe comme signe au niveau du tendon d'Achille? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer chez le patient qui est non plus le tendon d'Achille? Le mollet, là. Voilà, donc le mollet, vous regardez, il ne se contracte pas, mais il y a encore un signe plus simple. Déformation. Je peux pas mettre. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut comparer? Genou. La compensation Alors, le genou est là. Et là. Non. La flexion de la part Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est que si le tendon d'Achille est rompu, vous n'avez plus de continuité entre le mollet et le calcaire. Donc en fait, vous avez une augmentation de flexion dorsale. Il n'y a rien aujourd'hui qui justifie qu'avec un traumatisme, on ait une augmentation de flexion dorsale, sauf la rupture du tendon d'Achille. Parce que comme vous cassez la corde qui attache le mollet avec le pied, ben, du coup, vous avez une flexion dorsale augmentée. Ok? Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord vous montrer au niveau de l'examen clinique comment ça se passe. On va faire un sujet témoin. Et après, vous allez vous mettre par groupe de 2 et 3. Et vous allez en fait créer une situation clinique. C'est-à-dire, on va faire un jeu de rôle. Il va y avoir un patient qui va s'inventer une vie et qui va dire, voilà, moi, hier, j'ai joué au foot avec des potes et puis j'ai pris un gros tacle de la mort, ma cheville s'est tordue. Donc, du coup, j'ai ça, je suis tombé dans les pommes ou pas, j'ai une plaie ou pas. Voilà, vous avez inventé et vous allez du coup après simuler ce qui va se passer lors de l'examen clinique. On va vous toucher les malléoles et vous allez dire oui, j'ai mal, non, j'ai pas mal. Ok? Parfait? Oui. Tu enlèves ta chaussure? Et après c'est bon, tu n'as pas fait de choc direct. Donc sur l'examen, je regarde en fait s'il n'y a pas de bleu partout. Donc en fait elle a, on va dire qu'il y a peut-être des traces de bleu jusqu'ici, mais il n'y en a pas en dedans. Et elle n'a pas de lésion au niveau de la peau. Donc après au niveau des critères d'Ottawa,
en fait, là, il y a la partie antérieure, et il faut appuyer en fait ici, sur la partie postérieure, sur 6 cm de chaque malléole, donc en dedans, et après pareil sur la malléole externe. Après ici, au niveau de la styloïde du 5, ça va? Ça fait pas mal. Et après, pour le dos du tarse, vous repérez en fait le tubercule du naviculaire, et vous partez du tubercule, et vous suivez en fait le naviculaire jusqu'à la partie externe. Ok? Alors là, j'arrive un peu loin, c'est-à-dire que là, après, je suis sur le cuboïde. Ok? Et donc, du coup, après, vous avez tous les éléments, déjà au niveau osseux. Pour les éléments tendineux, pousse en dedans fort. Voilà. Vous regardez que le tendon, ici, ne se luxe pas, et pareil à l'extérieur. Pousse fort. Fort, fort, fort. Voilà, c'est bon. Voilà. L'important, c'est pas de savoir si c'est fort ou pas fort. L'important, juste, c'est de voir que les tendons, en fait, ne sont pas perturbés. Après, vous pouvez faire aussi devant. Voilà. Donc là, déjà, vous avez, en fait, tous les critères d'orientation, ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Le but, quand vous allez voir des patients, vous savez que l'entorse de cheville, elle doit être rééduquée. Donc l'important, c'est pas tellement de savoir le diagnostic précis, mais surtout de ne pas vous retrouver avec des drapeaux rouges, c'est-à-dire des critères de non-indication. Et si après vous voulez vraiment vous assurer que c'est une entorse, ben vous repérez, mais ça c'est optionnel, l'origine et l'insertion du ligament latéral externe, vous appuyez dessus, c'est là que ça te fait mal? Oui. Voilà. Et si ça fait mal sur le trajet du ligament, ça confirme ce que vous avez. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. En fait, les drapeaux rouges, c'est vraiment des choses qui sont incompatibles avec la rééducation. Et après, il y a les drapeaux jaunes, c'est les drapeaux, ce qu'on appelle psychosociaux. C'est vraiment sur des patients qui ont des profils un peu psychologiques particuliers où là, il faut se méfier de comment ça va évoluer. S'il te plaît, je veux savoir combien il faut de drapeaux rouges pour compléter. Un seul. Un seul, ça suffit. Oui, c'est ça. Un seul, parce que le but, c'est de mettre le curseur très bas et de pas. En fait, il vaut mieux renvoyer 4 patients de trop que garder le patient qui vraiment poserait un problème. Il ne faut pas prendre de risques. En fait, ta main ici, tu vas lui faire mal. Donc cette zone, en fait, il faut l'éviter. Il faut vraiment que tu appuies juste là derrière. Ok. Là, ici, derrière. Et puis après, le dos du tarse ici. Mais pas trop à l'extérieur parce que tu vois, tout à l'heure, en fait, dès que j'ai appuyé ici, ça faisait mal parce que c'est l'insertion ligamentaire. Et après, là, sur la styloïde du 5. Ok. Non, c'est vraiment de l'interrogatoire, j'ai fait l'interrogatoire. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle a raconté que le mécanisme d'assaut de la salle de sport. Ouais. Just a jump. Je lui ai proposé si elle a fait des entorses précédentes. Les risques de phlébite, j'ai éliminé tous les risques. J'ai localisé la douleur. Pas de malaise. Voilà, Pas de malaise. Voilà. Voilà, pas de malaise. Donc, je fais la palpation. Donc, j'élimine s'il y a problème vestibulaire. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez tourner. Hein. C'est-à-dire que tu peux toi Oui, faire le ouais, patient. bien sûr. Vers l'extérieur, intérieur. Ok, je parle au-dessus de la malléole actuelle jusqu'à. Et quand tu appuies, il faut vraiment appuyer. Regarde dans ta main. Il faut vraiment appuyer. Au niveau du tendon. Voilà. Non, au niveau de l'os. Mais il faut appuyer assez fort quand même. Assez fort, ouais. Ouais, c'est une palpation. Normalement, déjà, s'il y a une fracture, ça devient insupportable. Ben, ça dépend parce que tu peux avoir des fractures qui ne sont pas déplacées et qui peuvent se déplacer par la suite. Donc en fait, il vaut mieux, comme je disais, je préciserai, renvoyer trop de patients chez le médecin. C'est pas grave. Plutôt que d'appuyer, d'avoir un peu peur. Et si tu as un peu peur, ben, peut-être que tu passeras à côté de quelque chose et le patient, ben, du coup, ça ne sera pas bon. Dans le milieu sportif, toujours, j'ai eu des entorses comme ça. Je fais toujours la palpation, mais ça va, je sais la marche. Ouais. C'est la marche. D'accord. Au niveau de la malléole, puis la styloïde du 5. Du 5. Voilà.
Naviculaire. Naviculaire. Alors, en fait, la question c'est est-ce que c'est intéressant de les repérer? Ça va te servir à quoi? Ouais. D'accord, mais est-ce que ça va changer ta rééducation? Ouais, de toute façon, il faudra le rééduquer pareil. Si c'est ligamentaire, que ce soit 1, 2, 3, 10, si c'est ligamentaire, ce qu'il faut, c'est de la rééducation. La démarche, c'est vraiment de te dire qu'est-ce que je dois chercher qui ne relève pas de la rééducation. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas une entorse? C'est ça la démarche. Qu'est-ce qui n'est pas une entorse? Ce qui n'est pas une entorse, c'est une fracture, c'est une lésion osseuse, enfin une fracture, une lésion tendineuse, c'est une lésion au niveau de la peau ou une lésion nerveuse. Voilà. La vraie démarche, c'est ça. Je cherche qu'est-ce qui ne doit pas être une fracture. Ok? Donc en fait, c'est vraiment les os, les tendons, regarder la peau si c'est pas trop abîmé, s'il n'y a pas de coupure. Et bien sûr après les phlébite dans l'interrogatoire et éventuellement sensitif s'il n'y a pas de coup d'électricité, des choses comme ça. C'est bon? Mais c'est la force musculaire en fait, c'est juste pour voir, pousse à l'extérieur, voilà, regarde, mets ta main ici, voilà, pousse à l'extérieur et juste pour voir si les tendons restent bien dans la gaine, c'est tout. Voilà, en dedans, dehors et voir que tu n'as pas comme ça les tendons qui passent devant. Comment ça se passe la luxation des fibulaires? C'est le même mécanisme que l'entorse. C'est pareil. Sauf que quand ton pied est comme ça et qu'il revient là, ben du coup en fait les fibulaires qui se contractent, ils peuvent avoir deux aspects pathogènes. Soit ils arrachent la styloïde du 5, soit ici, comme ils sont tendus, ils arrachent la gaine et ils passent devant. C'est bon? Ils sont généralement associés à Non, pas forcément. Non, la luxation des fibulaires, c'est vraiment une pathologie à part entière. Ouais. Oui, très ancien, mais voilà. En faisant la palpation, elle a eu des douleurs. Elle a des douleurs où? D'accord, mais après, est-ce qu'elle a des douleurs sur les rebords postérieurs, sur la styloïde? Voilà, le but de la démarche, c'est vraiment de se dire, je vais chercher ce qui n'est pas une entorse, pour être en fait en capacité soit de prendre ce patient, soit si c'est pas une entorse, de le renvoyer chez le médecin. Ok? Voilà, l'examen clinique c'est vraiment ça. C'est vraiment chercher des facteurs de lésions autres, lésions osseuses, lésions tendineuses ou lésions vasculaires ou nerveuses. C'est bon? Je m'excuse, ça va. Allez, c'est bon? Qu'est-ce qu'il t'a raconté alors? Allez, c'est un jour de basket. Ouais. Présence de douleur au niveau de la face postérieure sur la cheville, Ouais. avec 5e métal. D'accord. Donc lui, il faut le renvoyer. Les sensations d'effondrement lors de l'immobilisation. D'accord. Bon. Ben, c'est bon? Et après, quand c'est bon, après, vous essayez de tourner, hein, de changer de malade. C'est bon? Je vais pas passer là. Alors, qu'est-ce que tu as raconté? J'ai un ressenti fibulaire. Ah, qui passe devant? Ah oui. Bon. Elle voulait faire éloigner la chaise. Il y avait Je pas suis beaucoup. cognée sur l'un des pieds de la table. D'accord. Donc vous avez les notions de choc direct. Oui. Déjà l'interrogatoire. Allez, bon. C'est bon. Voilà. C'est quand 2 ans? Merci papa. C'est en mode, c'est dur. Elle a fait plus que 4 mois. Mais non, pas Ouais. de malaise. Elle a eu une sensation de malaise après. D'accord. J'ai du mal à supporter mes douleurs, à vrai dire. Ok. Donc il y en a des douleurs à la palpation des fibulaires. Ouais.
Alors, en fait, c'est derrière, c'est la palpation des fibulaires ou c'est le rebord postérieur de la malléole? Non, on a palpé Les fibulaires et même le rebord même le postérieur. bord. Voilà. Parce que en fait, les fibulaires, ils seront pas tellement douloureux ou alors ils peuvent même être douloureux pendant longtemps. L'important, Oui, c'est pour montrer la voilà. palpation du L'important. bord Attends, postérieur. on remonte un peu. Complètement. Voilà. Et en fait, tu as la malléole et t'enlèves ta jambe comme ça. Voilà. Et en fait, tu vas être ici. Voilà. Ça, c'est le bord postérieur. C'est le bord postérieur, oui. C'est-à-dire la malléole est ici et il faut te mettre derrière. D'accord? Et après, pour les fibulaires, pousse à l'extérieur. Pour dégager Là-bas. le... Voilà. Et là, en faisant ça, tu vois, tu les trouves ici. Et dans la luxation, pouf, ça vient devant. Ok. Et après, tu as la palpation ici, la styloïde du 5. Et après, là, tu as le dos du tarse. Donc, tu pars du naviculaire, du tubercule naviculaire. Et en fait, voilà. Tu viens jusqu'ici, dos du tarse, et il faut s'arrêter à peu près au niveau du courroie extenseur parce que là, Généralement, il y a des... c'est là où il y a les ligaments. C'est ça. Généralement, en œuf de pigeon, qu'on trouve des... C'est ça. Et quand tu vas arriver vers là, ça fera mal dans l'entorse. Donc, en fait, il faut faire des repérages d'autres choses que les signes ligamentaires. Voilà, l'entorse, c'est le ligament. Donc, c'est normal qu'elle ait mal au niveau des ligaments. Mais il faut être sûr qu'elle n'ait pas mal ailleurs pour pas qu'il y ait soit une fracture, soit un problème tendineux, soit un problème nerveux ou de peau. La fracture, c'est par la palpation du bord postérieur. Oui, des deux malléoles. Et le malaise. Après, il y a la chute, le malaise, où il y a les chocs directs. Des fois, il y a des gens au foot ou quoi que ce soit où ils se tapent. Voilà, un tac, ou alors ils se tapent comme ça, le pied tourne, et en fait, quand ils se sont tapés, si c'est vraiment fort, les chocs directs, ça peut faire des fractures. Et aussi l'ouverture de la Et les Et les si plaies, c'est voilà. une fracture ouverte, Et les plaies, parce que les plaies, il se peut que le médecin, si la plaie n'est pas jolie ou si ça va pas trop bien, que le médecin demande une prise de sang, voir s'il n'y a pas des marqueurs de l'inflammation ou d'une infection. Ça, c'est concernant Et notamment, voilà, sur un tacle, un coup de crampon, ça peut te faire une plaie, ou sur une chute, où tu vas faire de la randonnée, et puis tu tombes, ta cheville se tord, et puis tu peux te couper avec une branche. Voilà. concernant ce qu'on a dit tout à l'heure, la décharge électrique, la sensation de décharge électrique. Il peut y avoir des étirements ou des choses nerveuses. Ça, c'est assez rare, hein. Mais il peut y avoir des choses comme ça. Après, dans l'histoire de la récidive, il y a aussi, mais je vais l'expliquer tout à l'heure, voilà, il y a aussi la récidive, mais il y a aussi la survenue d'autres pathologies. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a une hernie discale, parfois il peut avoir une sciatique sans douleur au niveau du dos, mais il peut avoir des faiblesses au niveau des stabilisateurs. Ou tu peux avoir un patient avec un début de maladie dégénérative, neurodégénérative. Et en fait, les premiers muscles qui vont être souvent touchés, c'est les muscles des membres des périphéries. les SPE. Par exemple, je pense à, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Guillain-Barré. Oui. Voilà. Guillain-Barré, ça commence par les mains. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui a une Guillain-Barré. Et la première chose, c'est qu'il va avoir une perte de force dans les mains et des instabilités de cheville. Aussi les scléroses en plaques. Et les scléroses en plaques, exactement. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un qui commence à faire trop d'instabilité de cheville, il faut se dire, peut-être que ça, c'est le signe qu'il y a une pathologie nerveuse derrière qui s'installe. Et qu'en fait, l'entorse, c'est juste la faiblesse et l'atteinte neurologique. Pour l'augmentation de la position dorsale. Oui, alors ça, je ne l'ai pas dit, heureusement. Juste, j'ai oublié un truc. Venez tous. La dorsiflexion douloureuse, vous voulez dire Non. Parce que c'est un signe de phlébite. Non. Est-ce que vous connaissez une pathologie ou est-ce que vous connaissez une raison que sur un traumatisme de cheville, il y ait une augmentation de flexion dorsale? Exactement, les ruptures du tendon d'Achille. Normalement, en fait, une cheville traumatisée, fracture ou entorse, on a une limitation de la flexion dorsale. Il n'y a aucune pathologie, il y a aucune pathologie de cheville qui justifie qu'il y ait une augmentation de flexion dorsale, sauf les ruptures du tendon d'Achille. On peut tester la position de bouche sur les points des pieds? On peut, mais déjà l'augmentation de flexion dorsale, ça match. Et en fait, la rupture du tendon d'Achille, c'est extrêmement fort le mécanisme. c'est une accélération, changement de direction.
On Voilà. voit parfois sur YouTube des C'est ça. joueurs avec... Et il faut savoir que le tendon qui la rupture du tendon d'Achille, c'est quelque chose qui est vraiment très piégeux parce que le patient a mal de suite, mais après il peut marcher, il boite, et après la douleur elle part assez vite. Et c'est une pathologie vraiment qui est négligée. Moi j'ai des patients parfois qui arrivent 15 jours, 3 semaines et qui me disent bon je me suis fait une entorse depuis 15 jours, 3 semaines, ça passe pas, je boite et en fait ils négligent la pathologie. Et pour eux, quand on se casse le tendon d'Achille, on ne peut pas marcher. Donc en fait pour eux c'est juste une entorse. Donc ça c'est vraiment... Et le médecin passe de côté. Mais ils ont consulté personne. C'est ça. C'est ça, ils ont consulté personne. C'est pour ça que je pense que tout à l'heure, quand on parlait quand on parlait d'évolution de la profession, de ce que vous pouvez aspirer à être d'ici 5 à 10 ans, si vous voulez arriver à convaincre les médecins, il faut que tous ces patients qui viennent vous voir, en fait, vous soyez en capacité, d'une part, de définir si vous les rééduquez ou pas, et d'autre part, de faire de la communication juste avec ça, et de le renvoyer au médecin, et donc de lui montrer, voilà, je sais faire ça. Donc en fait, je te le renvoie pour ça, ça et ça, donc on peut travailler ensemble en relation de confiance, et je suis digne de pouvoir faire ça. Voilà. Le but c'est ça, c'est commencer un petit peu à provoquer les choses et à montrer que vous avez des compétences et que vous êtes en capacité de prendre ces patients. Parce qu'après, on va pas se mentir, les médecins, 50% de leur activité, c'est de la psychiatrie, hein, c'est de la dépression, c'est des choses comme ça. Après, vous avez le reste, c'est tout ce qui est les pathologies saisonnières, les gastro, les grippes, les bronchiolites, tout ça. Et l'orthopédie, sur, on va dire, 20-25 patients par jour, ils en voient 2, quoi. Donc en fait, vous avez beaucoup plus d'expertise que dans l'orthopédie. Et pour vous dire, moi, à Montpellier, c'est moi qui forme les médecins généralistes, donc en spécialité en médecine générale, sur l'examen clinique du genou. Voilà, ils prennent des kinés pour les former. Et je leur dis, c'est une fierté. Non mais je leur dis, ça me fait chier de former des gens pour qu'après ils me prescrivent de la rééducation. C'est aberrant, voilà. Donc c'est débile. Donc on est dans un système qui marche à l'envers, quoi. Donc non, vous aurez ça, les critères d'Ottawa et tout ça, il y a 20% des médecins qui les connaissent, pas plus. Donc en fait, vous aurez probablement avec la pratique, il faut commencer et vous verrez. Enfin, je pense que vous l'avez déjà, des copains, des patients qui vous appellent, voilà, je me suis fait ça, est-ce que tu peux me voir? Oui. Ben voilà, mais voyez. Même des membres de la famille. Oui. Alors l'entorse de cheville, c'est simple parce que c'est des wagons que vous avez. Hein. Donc maintenant, il faut savoir faire, vous faites la fiche, et comme ça, vous êtes en capacité de dire, oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Et après, vous réadressez chez le médecin pour dire, ben voilà, il s'est passé ça, ça et ça. Et voilà. Je crois qu'en plus, ici, vous pouvez prendre en charge les patients, mais ils ne sont pas remboursés, c'est ça? Si. Non, mais directement. Ah oui, bien sûr. Voilà, sans prescription. Ah non, ça ne sera pas remboursé. Mais vous pouvez les prendre. Non. Amicalement, quoi. Mais médico-légal, il va dire non, il faut une ordonnance médicale. Ah, tout médico-légal, il faut une ordonnance. Mais amicalement, oui. Voilà. C'est le patient que tu connais, c'est le patient fidèle que tu connais bien, voilà. Ses pathologies. Eh bien, il suffit juste de les prendre directement des patients. En plus, ça leur fera plaisir, comme ça vous les prendrez vite. Vous pourrez faire des premiers soins et juste que ça soit entorse ou pas. On fait gagner. Voilà, entorse ou pas, vous rédigez la fiche. Et puis vous radressez chez le patient avec... Nous, on a fait des courriers types. Hein. Monsieur, je vous remercie de voir aujourd'hui ce patient. Le bilan montre qu'en fait, il nécessite un diagnostic médical pour ça. Vous lui renvoyez, ça va flatter le médecin, il va être content. Et en plus, vous allez lui faire gagner du temps parce que vous avez fait le job, quoi. Voilà. Et comme ça, vous allez créer en fait un schéma de confiance. Et puis vous, ça sera beaucoup mieux au niveau de la pratique. Ok ? Je peux savoir si je suis hyperlaxe ou non? Alors, fais ça déjà, tu vois, avec ton pouce. Voilà, ça touche. C'est pas Bon, non, t'es pas trop hyperlaxe. Alors, après, il peut y avoir des... Ouais, mais moi, c'est pareil, tu vois. Au niveau de la cheville. Et je suis pas hyperlaxe. En fait, les 6 signes d'hyperlaxité, c'est surtout ça, l'hyperextension des doigts, la rotation externe des épaules et des hanches, et le réclamatum de genou. Voilà. On est hyperlaxe. Oui. Je fais les entorses de fatigue. Si je marche
Alors plus des fractures de fatigue, pas des entorses de fatigue. Non, c'est-à-dire des... Quand tu marches longtemps, t'as suivi ce tort? Pas de L'entorse, c'est la torsion, hein. torsion. Mais t'as mal. Oui. Oui. De douleurs inflammatoires, Mais- deuxième moitié de la nuit. Ben c'est plus des fractures de fatigue. Ouais. Ou des inflammations osseuses. Vous avez tous tourné? Non. Bah allez-y, continuez. T'as des chaussures inadaptées de marque. Non, j'ai des semelles un peu orthopédiques. Ouais. C'est plus parce qu'il est favorable à continuer avec le mouvement et ne pas résister quand on mouvement. C'est-à-dire? Quand il fait une entorse, il suit le mouvement et il tombe. Ouais. Ou il résiste à un mouvement et il essaie de l'éviter. Non, souvent il y a ce qu'on appelle des mécanismes de délestage. Les mécanismes de délestage, c'est dès que tu fais une entorse, tu vas te laisser tomber. Mais c'est automatique, hein. Pierre, il va résister contre le mouvement et il essaie de... Ouais, mais ça va tellement vite qu'on ne peut pas le maîtriser. En fait, t'as pas le temps de réagir. L'entorse c'est faite, quoi. Ça va trop vite pour toi. T'as pas le temps de traiter l'information. Donc souvent, c'est des mécanismes automatiques qui se font, ce qu'on appelle les mécanismes de délestage. Ouais. Tu as des douleurs? Pourquoi tu consultes? Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à une chute, d'accord. Tu as des bleus? Tu as mal ici? Oui. Elle a vraiment mal. Oui. Et après, t'as pas demandé la hauteur de la chute. C'était 10 cm? 10 cm, oui. 10 cm, donc c'est une toute petite chute de hauteur. Ah non, c'est pas une chute. Petite chute, oui. Ah, c'est ça. T'es pas tombé d'une échelle. Non. D'accord. Donc tu as mal ici et ici. Oh, tu as vraiment mal. Oui. Et après, il y avait... On palpe ici. Et non, parce que là, elle aura une entorse. En fait, c'est vraiment juste le rebord postérieur ici. Oui. Et après, le 5e ici. Et après, là, le dos du tarse. Tout autour du naviculaire. Puis on teste les fibulaires. Oui. Ouais. Pouce. Voilà. Pouce. Ça va. Et après, ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que tu regardes la flexion dorsale si elle n'est pas augmentée. Oui, on l'a essayé. Oui. Voilà. C'est bon? C'est fait? Bon. T'as oublié quelque chose? C'est bon? Non. Juste après, dans l'interrogatoire, tu regardes s'il y a des bleus, s'il y a des plaies. Et après, tu lui demandes si elle prend moyen, c'est quoi ça pour les phlébites. D'accord. De Le phlébites. tabac, contraceptif. C'est ça. Et en fait, si elle a des antébites, et si elle marche. Ah d'accord, Voilà, 4 c'est la pattes. décharge. Ah, voilà. 4 pas. 4 pas, oui, 4 pattes. Tu marches à 4 pattes? Je voulais demander pour les omoplates, les ailes des ongles qui sortent. Ouais. Les omoplates qui sortent. Il me fait super mal. Ouais. Du sport, je suis, ça me fait tellement. Ouais, mais souvent, quand ça sort un peu, c'est que tu as des problèmes de dentier antérieur, de grand dentier. Je suis renforcée, mais ça marche pas. D'accord. C'est sorti. Regarde. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est des problèmes de fixateur, des dentiers antérieurs. Travail. Oui, mais peut-être qu'après, il y a une faiblesse congénitale, un problème neurologique, quelque chose comme ça. Peut-être. C'est quoi la solution?
La solution, c'est que si tu n'arrives pas à le renforcer et que ça sort toujours, c'est qu'il n'y a pas de solution. On ne sait pas tout faire. Mais non, mais le seul moyen qu'on ait en rééducation, c'est de renforcer. Après, il n'y a pas de chirurgie pour ça. Après, si on va chercher que c'est un problème neurologique, nerveux ou quoi que ce soit, on ne va pas te regresser un nerf. Donc en fait, le mieux, c'est voilà, c'est renforcer, des choses comme ça. Mais après, mais le problème, c'est esthétique. C'est esthétique. Ouais. Mais ça fait mal quand je fais du pull-up ou du gainage. Je tombe parce que j'ai mal, c'est bon. D'accord. Pas parce que je ne peux pas tenir longtemps. Ouais, après, si t'as mal, moi je pense que ça fait pas mal. C'est pas ça qui fait mal. Et ce qui doit faire mal, c'est autre chose. Mais il y a des patients comme ça, qui ont en fait les scapulas qui sont un petit peu détachés. Mais en général, ça fait pas mal. Pourquoi j'ai mal alors? Il doit y avoir autre chose.